Bonjour et bienvenue sur la chaîne Peluche et Fanfreluche. Je suis Isa alias Grain de Pelote sur Instagram, mais également sur Ravelry pour les tricoteuses qui passeraient par là. J'ai bien conscience que ça fait beaucoup d'informations entre le nom de la chaîne et le pseudo que j'utilise sur les réseaux sociaux. Il va peut-être falloir que j'harmonise tout ça. Voilà, c'est en réflexion. Alors, je reviens aujourd'hui sur ce 11e épisode avec un bilan couture. Alors, je n'oublie pas le tricot. Le tricot fait toujours partie de mon quotidien, mais je tricote assez peu ces derniers temps, en tout cas de petits projets. Je tricote surtout des chaussettes, donc amis tricoteuses, je reviendrai un jour avec un peu plus de projets, mais pour l'instant, j'avoue que la couture prend plus le pas. Donc aujourd'hui, bilan couture, je disais, avec 6 pièces, dont un accessoire. Pour commencer, je vous parle de ce que je porte. Alors vous l'aurez sans doute reconnu, hein, il s'agit de la fameuse robe trésor. Donc ici, vous distinguez bien l'encolure V, les petits volants ou mancherons qui recouvrent les épaules. Je parle avant de me retourner, sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc il y a une encolure dos V. Voilà. Et puis quoi d'autre? Alors oui, la taille est plutôt haute. Vous avez un zip invisible. J'ai fait une longueur moi cheville, alors que vous ne voyez pas ici. Oui, le tissu. Alors c'est une double gaze magnifique avec des fils lurex dorés que j'ai trouvé chez Pauline la mercerie La Rochelle. Donc voilà, c'est une robe très pratique, qui ne se froisse pas, agréable à porter et qui est canicule compatible. Je vous ai présenté cette robe sur mon 2e épisode et je vous mets le lien vers l'épisode dans le petit en haut de votre écran. Vous retrouverez dans la barre d'informations un timer qui vous permettra d'accéder directement à la partie couture, et la robe trésor doit être le premier projet dont je parle. Voilà, et bien écoutez, je pense que on peut débuter. J'ai cousu dans un premier temps la blouse belle de Fibre Mousse dont je vous mets le dessin technique juste ici. Donc la blouse belle, c'est une blouse ample à encolure ronde. Vous avez une goutte boutonnée dans le dos. Elle ne présente pas de manches, mais vous avez un jeu de volants large et double qui font office de manches. Vous pouvez opter pour un seul volant et en fonction du tissu choisi, ces volants vont conférer à la blouse une coupe très structurée, très joliment structurée. On est sur un patron qui est proposé de la taille XS à XXL. Pour ma part, je ne trouve pas dans ma presse de quartier le magazine, donc je commande le PDF sur le site et il est au prix de 8,50 €. S'agissant du métrage, alors tout va dépendre du choix que vous faites, à savoir coudre une blouse à 1 ou à 2 volants. Si on est sur une laisse de 140, pour un volant, il vous faudra 1,45 m, c'est ça, à 2,45 m. Et pour une blouse à 2 volants, toujours dans une laisse de 140, il vous faudra 1,55 m à 3,60 m. On est sur un patron qui est proposé avec un système de calque. Vous pouvez choisir de ne pas imprimer le patron avec les marges de couture. Voilà, vous pouvez moduler, ajuster les marges de couture en fonction de vos habitudes de couture. Le tissu proposé, donc on est sur soit du chambray, du lyocell, vous pouvez utiliser de la viscose, vous pouvez utiliser de la broderie, vous pouvez utiliser de la mousseline, vous pouvez utiliser du crêpe, vous pouvez utiliser de la popeline. Voilà, vous avez vraiment le choix, et plus votre tissu sera raide, plus effectivement la blouse et l'ampleur de la blouse sera structurée. Pour ma part, j'ai utilisé une broderie anglaise que j'avais trouvée sur le site de Nuance Fabrics et que je vous avais présentée dans un haul Nuance Fabrics. Donc il s'agit de la broderie Sully. Donc vous voyez, la broderie est constituée de petites fleurs qui sont toutes reliées entre elles. Et ici, je l'ai choisi dans un violet très profond. J'avais 1,50 m de ce tissu et donc j'ai utilisé la quasi-totalité de mon coupon. Je vous montre ma réalisation. Voici ma blouse belle. Vous constaterez que j'ai opté pour le jeu de volant double et j'ai modifié l'encolure pour une encolure V. Alors pour ce faire, je suis partie de mes pièces patron.
d'abord de ma pièce d'eau et j'ai baissé l'encolure de 1 cm. Sur ma pièce devant, vous voyez ici la découpe de mon patron, au niveau du milieu d'encolure, j'ai positionné un repère à 11,5 cm. Au niveau de l'épaule, de l'encolure d'épaule, j'ai décalé l'encolure de 2 cm. Pour tracer ensuite mon encolure, j'ai repris ma pièce patron devant et ma pièce patron dos et je les ai superposées au niveau de la couture d'épaule, des marges de couture. Et j'ai retracé ensuite ici l'arrondi de mon encolure que l'on distingue ici et j'ai rejoint voilà cette partie avec le repère positionné à 11,5 cm. Donc j'ai retracé ici la pointe de mon encolure. Voilà. Il a fallu ensuite que j'envisage la finition de cette encolure. Fibre Mood propose la technique de la pose du biais invisible pour son encolure arrondie. Moi j'avais quelques doutes sur la façon de gérer mon V. Ma pointe de V. Donc j'ai décidé plutôt de partir sur la pose d'une parmenture. J'ai dessiné une parmenture, j'ai fait des essais et en fait je me suis rendu compte que ça gâchait la transparence du tissu. On avait ici au niveau de l'encolure une espèce d'ombre qui gâchait un peu cette transparence. Donc j'ai décidé de reprendre la technique de la pose du biais invisible et là il faut être assez précis parce que vous voyez au niveau de la pointe du V, je ne sais pas si on va bien voir, mais on a ici les biais qui vont se superposer, se croiser, et donc il faut être très précis pour définir la pointe du V. De la même façon, sur l'endroit du tissu, quand on vient piquer le biais, il faut là aussi être très précis pour définir la pointe, pour décider du moment où on fait remonter la pointe du V. Voilà. Bon, finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors, vous avez ici sur le dos une parmenture pour la finition de la goutte du dos. Donc, j'ai décidé, moi, de couper cette parmenture dans le bordelaise de mon tissu. Vous savez, sur les broderies, le bordelaise est un voile de coton, donc c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. On n'a pas la surépaisseur de la broderie. Donc j'ai trouvé que c'était voilà, ça serait plus discret, plus joli avec un voile de coton. Et je n'en avais pas trouvé dans le commerce et donc je me suis dit, ben voilà, on utilise la laisse, c'est très bien. Et je l'ai fixée ici avec un point invisible parce qu'elle avait tendance à ressortir. Alors il a fallu également que je revoie le positionnement de ma bride puisque j'avais baissé le tracé de mon encolure d'eau de 1 cm. Donc, et j'ai aussi diminué la largeur de la bride parce que tel que proposé dans le patron, c'était beaucoup trop grossier, beaucoup trop large. Donc voilà, j'ai revu un petit peu ça. La finition, oups, j'allais tomber. La finition des volants. Alors dans le patron, il est proposé de réaliser un double rempli de 2 fois 0,5 cm, il me semble. J'ai décidé pour ma part d'utiliser mon pied ourleur pour réaliser un ourlet mouchoir. Le constat que je fais, alors déjà je l'ai utilisé sur plusieurs tissus de qualité différentes et forcément on a des rendus très différents. Le constat que je fais, c'est que sur un tissu très épais de type broderie anglaise, c'est pas forcément approprié. On a déjà l'épaisseur de la broderie, on a un tissu qui est ajouré, qui est mangé par endroits et donc le résultat est assez inégal d'un endroit à l'autre et puis il faut gérer les arrondis et c'est loin d'être facile. C'est plutôt confortable sur un tissu souple de type viscose, mais très compliqué finalement, enfin très compliqué, en tout cas il faut y aller tout doucement. Voilà ma petite blouse, c'est un niveau 2 sur 5, voilà, je pense qu'elle est facilement accessible et réalisée dans des tissus plus souples, on a un rendu totalement différent. Peut-être l'envisagerais-je, peut-être que je l'envisagerais avec une encolure ronde, voilà, dans l'été prochain, tiens, pourquoi pas. Allez, je vous propose quelques petites photos.
leçon suivante, on va parler accessoires et on va aller assez vite puisqu'il s'agit d'un accessoire que j'ai déjà réalisé, à savoir le sac Georges de Vini DIY. Alors, pour la petite histoire, chaque année, lorsque je pars en vacances, j'emmène un sac qui me sert à la fois de sac cabine et de sac de plage. Seulement, ça fait 10 ans que je le traîne. Donc, il est un peu fatigué et moi, je suis un peu fatiguée de le voir. Donc, j'avais envie de changement. Et c'est en voyant passer un tissu proposé par Pauline, la mercerie La Rochelle, un tissu Silhouette 6, que je me suis dit, mais voilà, je le vois parfaitement en sac de plage. Et j'ai voulu l'associer au sac Georges, qui me semblait avoir les dimensions parfaites pour ce type de sac. Parce que quand je vous dis qu'il me faut un sac de plage, il me faut un sac de plage que je puisse partager avec mon mari. Donc il faut un sac qui puisse contenir soit 2 serviettes de plage, 2 foutards, nos livres, nos crèmes solaires, nos lunettes de soleil, enfin bref. Hein. Donc voilà, je suis partie de ce tissu Silhouette 6 proposé par Pauline que je trouvais magnifique. Les couleurs sont chatoyantes, vives, parfaites pour l'été. Donc je le voyais bien en sac de plage, bon sac cabine, voilà, ça passe aussi. Et la plus grosse inquiétude que j'avais, c'était de savoir si mon mari allait vouloir le porter. Hein. Parce que voilà, un sac de plage, on partage le contenu, mais on partage aussi la charge de l'amener sur la plage. Donc ça n'a posé aucun souci. Très bien. Donc c'est un sac, je vous disais, aux dimensions généreuses. On a 42 cm de long, 25 de hauteur, 17 de largeur. On a plusieurs poches intérieures, je vais vous montrer l'intérieur tout à l'heure. Là j'ai mis une petite couverture pour le remplir. Et on a 4 poches extérieures. On a notamment ici une poche zippée. Alors voilà, donc moi j'ai choisi de le doubler d'une simple cotonnade vert d'eau. Je trouvais que ça allait très bien avec le tissu. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais trouvé de mieux. Donc la particularité de cette poche, c'est que le fond de poche est constitué par le fond du sac et puis les côtés sont pris dans les coutures de chaque sangle. Et puis de l'autre côté, on a ici 3 poches. Hop, hop, vous le voyez ici. Ici une poche centrale pour laquelle j'ai posé une petite pression. On pose bien sûr avant l'assemblage parce qu'après c'est compliqué. Voilà. Vous voyez, j'ai positionné le tissu de manière à ce que les faces ne se ressemblent pas. Ici, on voit bien les Frida, deux petites Frida, et puis ici, j'allais dire un tigre, une panthère peut-être. Et puis de l'autre côté, voilà, je le positionne bien. On a une petite Frida sur la poche centrale, et puis ici de chaque côté. Les sangles proviennent également de chez Pauline. Alors là aussi, Pauline m'a fait plusieurs propositions. J'hésitais sur le côté pailleté de la sangle, toujours pour les mêmes raisons. Hein. Il fallait quand même que ce soit pas trop féminin comme sac. Et puis voilà, je me suis dit, allez, je me lâche, c'est mon sac aussi. Et puis mon mari n'y a vu que du feu. Voilà, alors vous aurez besoin d'un zip non séparable de 20 cm, donc ici c'est de la récup, un zip séparable de 45 cm, donc celui-ci je l'ai acheté. Vous avez besoin également de bouclerie, alors ici de 2 anneaux pour les côtés, donc ici moi c'est de la récup de vieux sacs. Vous aurez besoin également, alors ici la sangle, je n'ai pas eu le temps de faire la sangle. C'est une sangle de récupération d'un vieux sac de sport. Il faut que je fasse cette sangle, mais je vous l'ai laissé pour que vous voyez le rendu final. Normalement, on aboutit à ça, à ce résultat. Donc, vous avez effectivement besoin, hop, attendez, d'une sangle pour faire pour réaliser la grande sangle en bandoulière. Vous avez besoin d'anneaux régleurs, de mousquetons avec anneaux, et puis moi j'ai posé sur le fond des pieds de sac. Alors je ne pense pas que ce soit prévu par le patron, mais moi j'en ai posé 6.
Alors, s'agissant de l'intérieur, alors là, vous voyez le massacre. C'est un peu mon regret. J'ai utilisé du thermocollant de cantonnière. On demande d'utiliser un thermocollant rigide. Le thermocollant de cantonnière, c'est ce qu'on utilise pour réaliser des panières, c'est les petits paniers dans lesquels vous mettez vos lingettes démaquillantes. Et en fait, c'est un thermocollant qu'on utilise pour des sacs notamment. Mais lorsque vous retournez votre sac à plusieurs reprises ou avec la vide du sac, la fibre se casse et ça crée des marbrures, vous voyez, sur le tissu. Donc voilà, c'est assez disgracieux. Et voilà, mon regret, c'est d'avoir utilisé ce type d'entoilage. Sinon, pour le reste, on est, je vous ai dit, sur un sac avec 6 poches intérieures, donc qui sont plaquées sur les côtés. Et c'est à vous, en fait, de déterminer la taille de ces poches et le nombre de ces poches. Donc là, moi, j'ai réalisé 2 poches de taille moyenne. Alors, je croyais pouvoir, c'est pas facile à montrer, hein. Je croyais pouvoir y glisser des livres. Ils sont de la largeur d'un livre de poche, de la longueur plutôt d'un livre de poche, mais elles ne sont pas assez profondes, donc le livre a tendance à se sauver. Donc j'ai utilisé des pochettes à livres, voilà, pour protéger mes livres. Et de l'autre côté, j'ai réalisé en fait 3 poches et un petit emplacement, là vous voyez pas, pour glisser un stylo. On a toujours besoin d'un stylo. Vous savez, quand vous faites vos mots fléchés, vos mots croisés, hop, voilà. Donc ben voilà, les poches sont de taille moyenne. On peut y glisser effectivement le boîtier du net, les clés. Voilà. Donc vous voyez ce que je regrette au niveau de l'entoilage. Là sur les côtés, je n'ai pas mis d'entoilage et j'aurais mieux fait, voilà, sur les grandes faces de m'abstenir d'en poser parce que vous voyez, je pense que le risque c'est que ça vieillisse mal. Donc voilà mon sac, mon petit sac Georges, sac de plage. Et alors là aussi, pour la petite histoire, c'était très drôle. Au retour, on patiente dans la salle d'embarquement, on discute, on était assis, alors mon mari et mes enfants les uns à côté des autres, et puis en face de nous, on avait une autre famille. Et voilà, on patiente, on discute, et puis au bout d'un moment, mes yeux se posent sur les sacs de la famille qui était assise juste en face de nous. Et là, mes yeux vont de leur sac au mien, de leur sac au mien, jusqu'à ce que je regarde la dame dans les yeux et je voyais qu'elle me fixait. Et je lui dis, Georges? Elle me répond, ouais. Elle en avait 3. 3 pour elle et sa fille. C'était très drôle, très drôle. On a le petit clin d'œil. Donc voilà, on rencontre des couturières aussi en voyage. Voilà le sac, mon sac Georges. Ah oui, je vous ai pas dit, là il s'agit d'une toile épaisse. J'ai préféré ça au simili-cuir parce qu'avec le temps, le simili-cuir, hein, ça s'use très vite. La toile épaisse, c'est beaucoup plus résistant et j'ai trouvé ça dans ma mercerie de quartier. Voilà, je laisse quelques photos quand même hein, pour le fun et puis on passe à la causette suivante. En juin l'an dernier, Pauline de la marque Atelier 8 Avril sortait son patron Lazio qui est à la fois une combinaison short et une robe longue. Et moi j'ai été séduite d'emblée par la combi short. À la même époque, j'avais passé commande pour quelques viscoses auprès du site Les Coupons de Saint-Pierre et j'avais reçu notamment ce coupon, donc magnifique, un rouge très lumineux, très profond avec des petites fleurs aux couleurs primaires. Et en le posant sur moi, je trouvais qu'il avait un joli drapé et qu'il serait magnifique transformé en robe. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la coudre avant mon départ en vacances. Donc mon objectif cette année, c'était de me coudre la Lazio pour l'emmener dans ma valise en vacances. Je vous montre ici le dessin technique.
On est sur une réalisation simple. Pauline a pensé le modèle pour qu'il soit accessible aux débutants. Donc vous avez sur la version robe, c'est une robe qui présente des codes très féminins. Vous avez une emmanchure américaine qui est formée grâce à un lien que l'on noue dans le dos. Vous avez une fente également qui dévoile subtilement le dos. Et vous avez une taille qui est marquée par une large ceinture. Et vous pouvez également réaliser une fente côté. Voilà pour la version robe, version short. Pour le haut, c'est l'identique. Et puis le short, c'est un short plutôt ample et large. Alors, le patron, pour moi, j'ai le patron version pochette. Donc, voici. Donc, il comprend les planches patrons qui sont imprimées sur un tissu très épais, très qualitatif. Et puis, vous avez le livret explicatif. Voilà, avec quelques photos pour illustrer. Et puis, voilà, les instructions de montage. Vous avez un tableau des tailles et un tableau des mesures du vêtement fini, que je n'ai pas regardé parce que si je l'avais regardé, j'aurais peut-être réalisé une taille en dessous. J'ai réalisé la taille 38, voilà, la taille 38. Les tissus conseillés, ce sont des tissus fins à moyen, 80 à 240 grammes au mètre carré. Et donc, il vous est conseillé de la viscose, du tencel, cupro, batiste, crêpe, coton, chambré, lin, etc. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Et donc, oui, je vous ai dit, niveau débutant, on est un ciseau sur 3. C'est ça. Ah oui. Je vous montre ma réalisation. Alors, j'ai procédé à quelques modifications pour la réalisation de la robe. Avant toute chose, j'ai doublé entièrement le corsage. Pourquoi? On est sur un tissu très léger. C'est une robe avec une emmanchure américaine, avec une fente d'eau qui ne permettent pas, selon moi, de porter un soutien-gorge. Donc, pour un plus joli tombé et pour plus de confort aussi, j'ai préféré doubler le haut. Ça permet également d'avoir une plus jolie finition au niveau des emmanchures. La marque propose de réaliser un biais. Je trouve que la finition doublée est souvent plus qualitative. Et puis au niveau de la fente, ça évite que l'on voit ici le repli avec les surjets éventuels. Pour assembler, pour réaliser cette fente, puisqu'on est sur un haut doublé. Alors, vous visualisez le haut, on a ici 2 pans. Donc, pour assembler mes 2 pans, bah, tout simplement, imaginons ici que nous ayons nos 2 pans doublés. J'ai ouvert la doublure et puis je l'ai positionné pour que les plis, enfin les coutures correspondent, et j'ai ensuite assemblé d'un repère que j'ai déterminé jusqu'en bas du corsage. Et lorsque les 2 pans se font face, voilà, ils sont solidarisés par le bas et ici apparaît la fente avec une jolie finition puisque tout est doublé. Alors, je vous montre peut-être la robe sur l'envers. J'ai fini l'assemblage à la main avec un point à la main. Hop. Voilà, alors vous distinguez 2 pinces sur la jupe devant. Je n'en vois pas grand intérêt puisqu'on a effectivement une taille avec une certaine ampleur et la robe est cintrée grâce à une ceinture que l'on réalise dans le même tissu. Donc moi j'ai thermocollé les 2 faces de la ceinture pour avoir beaucoup plus de tenue. Autre modification. J'ai réalisé il y a quelque temps la robe Andria d'Anne-Kerdiles Couture et j'avais mis en application la technique développée par Irina Pocht de la chaîne Global Fashion Workshop qui permettait de réaliser des coutures anglaises sur les coutures latérales et également d'inclure des poches avec couture anglaise également. Donc là j'ai reproduit cette même technique. Donc voilà, on a... Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Donc, on a des coutures anglaises sur toute la couture latérale. Et puis, la poche également, qui est prise dans la couture latérale, se termine également par des coutures anglaises.
Je vais vous montrer ça sur le devant cette fois-ci pour que vous voyez. En fait, cette technique permet de créer une encoche qui permet donc l'ouverture de la poche et les finitions avec couture anglaise. Alors, où se situe ma poche? Juste ici. Donc voilà, vous avez ici, on distingue un petit peu la petite encoche. La poche est légèrement décalée, voilà, et elle est bordée par une surpiqûre. Voilà. Alors ensuite, le bas de la robe est terminé par un double rempli d'1 centimètre. Voilà, tout simplement. Donc on a une jupe avec une belle ampleur. Voilà. Pas facile à montrer, hein, ces grands morceaux de tissu. Donc je vous laisse peut-être avec quelques images qui seront plus parlantes. Pour la 4e réalisation, je viens vous parler de la combinaison Encore. Encore est un patron de Coralie Bijasson sorti en juin dernier. Il se décline en combi-short ou combi-pantalon. Je vous mets le dessin technique juste ici. Il se décline de la taille 34 à la taille 48 et il est évalué d'un niveau difficile. Alors, pour ma part, j'ai acheté le PDF au prix de 8,90 €. Donc, je dois dire que ça fait partie des PDF qui sont les moins chers du marché. Donc, c'est déjà un point positif. Il comprend 40 pages, mais je n'ai eu aucune difficulté d'assemblage. Tous les repères coïncident, il n'y a aucun décalage. Autre point positif, les marges de couture de 1 cm sont incluses. J'ai regretté toutefois qu'il n'y ait pas un tableau des mesures du vêtement fini. On vous dit de choisir pour taille votre taille du commerce. Vous avez un tableau des tailles, mais il manque à mon avis un tableau des mesures du vêtement fini, surtout s'agissant d'une combinaison. L'autre point que j'ai identifié, l'autre bémol que je souhaite soulever, c'est que vous avez le livret explicatif et la vidéo qui se complètent. Vous avez des étapes importantes qui sont précisées dans l'un ou dans l'autre de ces supports, mais pas forcément dans les deux. Donc si vous négligez l'un de ces supports, vous risquez de passer à côté d'une étape voilà, qui pourrait être essentielle. Je pense par exemple au surfilage. Le surfilage est précisé dans la vidéo, mais pas dans le livret explicatif. Alors peut-être que la créatrice a jugé que, s'agissant d'un niveau de difficulté difficile, les couturières qui allaient se confronter à ce patron avaient des automatismes qu'elle n'était pas obligée de préciser. Quant au tissu, il vous faudra 2 à 3 mètres selon que vous optiez pour la combi short ou combi pantalon, version manche courte ou manche longue. Il vous faudra également 9 boutons de 1,2 cm de diamètre pour la version manche courte et 11 boutons pour la version manche longue. Pour ma part, je voulais réaliser une toile avant de m'attaquer à un tissu précieux et donc j'avais dans mon stock ce coupon de crépon viscose Lurex trouvé sur le site des coupons de Saint-Pierre, donc acheté l'an dernier. Donc on est sur un tissu très souple, très lâche, très doux aussi. Il a un aspect fripé, mais il a l'avantage de ne pas se froisser. Il est très confortable. Quand j'enfile ma combinaison, j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Il est aussi très doux malgré la présence du lurex. Vous voyez le fil lurex argent, donc l'envers finalement reste très doux. Donc c'est une belle trouvaille et je vous ai dit que je l'avais eu au prix de 20 € les 3 mètres. Il m'en reste aujourd'hui 68 cm.
un avion passe, désolé pour le bruit, et mon mari en bas dresse la table, je crois, donc ça fait un peu de bruit. Je vais vous présenter ma réalisation. Donc vous voyez, j'ai opté pour la combi pantalon et les manches courtes. Alors je voudrais revenir sur le niveau de difficulté de ce patron. On vous dit qu'il s'agit d'un niveau difficile, donc ça suppose qu'on fait appel à certaines techniques. Alors moi j'en ai recensé 3 qui pourraient justifier ce niveau difficile. On a la pose d'un pied de colle et d'un col. Vous avez une patte de boutonnage avec une finition patte polo. Et puis si vous optez pour les manches longues, vous devrez réaliser une fente indéchirable et la pose d'un poignet. Mais bon voilà, un niveau dit difficile, c'est une alerte. Ça doit susciter une certaine vigilance. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne puisse pas tenter. Voilà, vous pouvez réaliser des pièces techniques sur justement ces parties sur lesquelles vous avez peut-être certaines lacunes, moi la première. Donc voilà, on peut faire quelques essais avant de se lancer sur la réalisation définitive de ce patron. Alors, je vais revenir sur à la fois les étapes et puis les points de vigilance. Donc, on est sur un patron qui va nécessiter du temps. Donc, ça peut s'adresser à un débutant ou à un niveau intermédiaire motivé. Voilà, mais il faut considérer qu'il y a finalement 2 vêtements en un. Vous avez un haut et un bas à réaliser. Donc, on prend son temps. Donc, vous avez un dos avec un empiècement dos et vous avez ici un pli plat, voilà, qui est réalisé. Donc j'ai décidé moi d'insérer un passepoil pour marquer un petit peu la rupture, pour qu'on voit effectivement cet empiècement, parce qu'avec mon tissu chargé ça n'était pas évident. Et donc cet empiècement haut est entièrement doublé. Donc oui, il fait appel aussi à la technique du burrito. Donc ça peut être aussi un niveau de difficulté supplémentaire. Mais pour rappel, on a cette vidéo qui nous sert de support et qui nous accompagne tout au long de la réalisation. Donc voilà, il n'y a rien d'insurmontable. Donc on réalise le dos. Sur le devant, vous avez des pinces poitrine qu'on ne distinguera pas. Même si je vous approche le tissu, je pense que ouais, c'est à peine perceptible. Donc des pinces poitrine. On vient ensuite assembler le dos et le devant avec la technique du burrito. Et puis ensuite, on pose les manches. Alors, les manches, vous avez un petit embu à résorber, donc un fil de fronce à réaliser. Rien de bien méchant. Là, je vous parle de ma version manche courte. Donc, je vous épargne les explications de la version manche longue. On ferme les côtés. On vient ensuite réaliser le pantalon. Donc, on prépare d'abord les poches. Vous avez donc 2 poches. Hein. Hop. On ne les voit pas bien. Mais je vous remettrai peut-être le dessin technique. Mais vous avez 2 poches. Et donc, il faut préparer ces poches en posant un droit fil sur l'ouverture de poche à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, moi, je crois que la qualité de mon thermocollant droit fil laisse à désirer. Parce que ma poche, elle gondole quand même un petit peu, malgré tout. Ou alors c'est le tissu qui veut ça. Mais bon, bref. Voilà, je mets rarement mes mains dans les poches. Donc, ça devrait ne pas trop se déformer. Et donc, voilà, on prépare les poches. On assemble ensuite les jambes. Et oui, on a aussi des pinces, des pinces à réaliser. Voilà, ici, alors c'est pas des pinces, c'est plutôt un pli à réaliser sur le devant du pantalon. Je sais pas si on voit bien, je suis désolée, je regarde en même temps mon pantalon au lieu de regarder l'écran. Voilà. Donc, voilà, on assemble notre pantalon. On assemble ensuite la ceinture au haut de notre pantalon. Alors, la créatrice propose une ceinture simple. Vous savez que, vous commencez à me connaître, je n'aime pas le contact du surjet sur la peau au niveau de la ceinture. Donc, pour ma part, j'ai décidé de doubler la ceinture. Je trouve que, du coup, les finitions sont aussi plus qualitatives.
Donc, vous voyez peut-être ici, donc on a l'envers du tissu et puis ici ma ceinture doublée. Attendez, je vous approche finalement tout ça. Voilà. Donc, je disais, on assemble la ceinture au haut de notre combinaison et puis ensuite on rejoint, voilà, on assemble le tout, le haut et le bas. Alors, ce que je dois vous dire avant tout, c'est qu'on nous demande de thermocoller un certain nombre de pièces. Il nous faut normalement thermocoller le col, le pied de colle, enfin une partie de l'envers du pied de colle, l'envers du col, et vous devez également thermocoller toute la patte de boutonnage dans son entièreté, donc les deux pattes de boutonnage, que ce soit enfin sur toute la largeur de la patte de boutonnage, et il faut également thermocoller la ceinture. Alors pour ma part, quand j'ai thermocollé la ceinture, j'ai eu un gros souci. En fait, mon tissu, comme je vous l'ai dit, est un tissu fripé, un peu froissé, et le thermocollant a eu pour effet de rigidifier mon tissu à tel point que les repères de ma ceinture et de mon pantalon ne coïncidaient plus. Et je ne pouvais même plus enfiler ma combinaison. Voilà, la ceinture ne faisait même pas le tour de ma taille. Donc j'ai décidé de retirer le thermocollant. Donc tissu souple, je me suis dit bon, tu prends un risque, mais en même temps, comme je la porte avec une ceinture en cuir, ça donne la tenue nécessaire au niveau de la taille. Donc bon voilà, ça ne me pose pas de souci. Puis justement, c'est très confortable, ça rajoute au confort. Donc j'ai retiré le thermocollant, j'ai récupéré, enfin j'ai pu faire coïncider tous mes repères, je n'ai eu aucun souci. Je n'ai eu aucun regret quant au thermocollage, à la pose de mon thermocollant sur ma patte de boutonnage. Ça lui a donné effectivement la tenue nécessaire, ça n'a pas cartonné plus que nécessaire. Donc voilà, et j'ai pu poser ma patte de boutonnage sans aucun souci. S'agissant du col, j'ai fait le choix de ne pas thermocoller ni le col ni le pied de colle. Je voulais justement cet effet col dégoulinant. Vous voyez, la souplesse du tissu, voilà, je voulais pas de rigidité au niveau du col. Donc, aucun regret à ce niveau. Je regarde mes notes parce que j'ai pris quand même pas mal de notes. Donc, je vous ai parlé de mon problème d'entoilage de ceinture. S'agissant de la pose de la patte de boutonnage, donc c'est l'étape qui vient après. Une fois qu'on a assemblé notre devant et notre pantalon, on vient donc poser nos pattes de boutonnage. Donc on les pose, on les assemble sur l'envers et on vient les rabattre sur l'endroit. Donc on crée le petit repli. Et donc on vient ensuite, vous ne verrez rien, mon tissu n'est pas du tout adapté à une démonstration, mais on vient effectivement donc fermer la patte de boutonnage et donc piquer le long de cette patte de boutonnage, une petite surpiqûre à 2 mm. Alors la difficulté, c'est la réalisation de cette patte de boutonnage qui a une finition sur le bas ici, patte polo. Alors une patte polo, je vous ai pris un polo du commerce de mon mari parce que voilà, ce sera plus simple. Donc en fait, le bas de notre patte de boutonnage a cette finition sur le bas. Donc on a les deux pattes qui se croisent et puis sur l'envers, vous voyez, c'est un polo du commerce et les surjets sont apparents. Donc, côté finition, ça laisse à désirer. Ils repasseront. Donc, et puis là, vous voyez, la précision de la pose, la patte de boutonnage est décalée ici. Donc, finalement, on s'auto-flagelle et puis regardez ce qui se fait, qui est fait par des pros. Donc, voilà, voilà, on a cette même finition sur notre réalisation. Donc ça demande beaucoup de précision, c'est ce que nous dit la créatrice. Lorsqu'on réalise nos deux pattes de boutonnage, il y a un moment, il va falloir que l'on crante. Je vous montre l'intérieur. Déjà, on a posé des petits patchs thermocollants pour consolider cette partie. Et puis, on a posé des repères. Et on va devoir être très précis par rapport à ces repères. Donc, on doit cranter
Donc on assemble nos pattes de boutonnage. À un moment, on doit cranter jusqu'à la limite de la couture, ce qui va nous permettre de rentrer nos pattes de boutonnage à l'intérieur de notre pantalon. Et puis ensuite, on vient coudre nos deux pattes de boutonnage ensemble d'un bout à l'autre, d'un bord à l'autre. Voilà. Et puis on surfile pour sécuriser et puis pour une finition plus nette. Voilà, et puis on vient ensuite faire une piqûre ici sur le bas également pour maintenir ce surjet, pardon, pour le maintenir et puis pour sécuriser là aussi l'ouverture. Donc voilà pour la patte de boutonnage. Alors vous voyez que pour mes boutonnières, je n'ai pas anticipé la réalisation de mes boutonnières et en fait celle-ci, j'ai dû la réaliser horizontalement alors que les autres sont verticales parce que mon pied de biche bloquait à un moment avec la surépaisseur ici de la couture. Donc voilà, bon, ça pose pas de souci. De toute façon, ça peut être aussi une fantaisie. Et puis une fois fermé, ça ne se voit pas non plus pour celles que ça dérangerait. Mais voilà. Donc voilà pour ce détail. Que dire d'autre? Donc finition, ah oui, alors le pied de colle, donc col et pied de colle, j'ai fait moi le choix de poser les deux et comme à mon habitude, j'ai fait une finition au point invisible, au point à la main, voilà. Vous voyez, les finitions sont propres malgré tout. Bon, il y a le surjet de la manche, mais voilà, on distingue pas grand chose, enfin moi en tout cas à l'œil nu là comme ça, enfin en regardant mon écran je vois pas grand chose de ce que je vous montre. Donc voilà, vous avez pour les manches un double rempli de 1 cm avec une couture, une surpiqûre à 2 mm. Et pour le bas, alors oui, j'ai fait la taille 38 puisque c'est la taille du commerce vers laquelle je m'oriente habituellement. J'ai procédé à un ajustement stature. J'ai donc retiré 3 cm au niveau du repère genou sur mon patron. Et lorsque j'ai fait l'ourlet, ça n'était pas suffisant. Donc j'ai retiré 2 cm supplémentaires. Puis j'ai fait un rempli d'1 cm et un second rempli de 2 cm. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec quelques photos avant de vous montrer ma seconde version. Voici ma seconde réalisation. En juin dernier, lorsque je me suis rendue au Trail Tricot qu'organise Cécile de Que font mes mains, j'ai flashé sur un coupon que proposait Pauline au cul de son camion. Donc il s'agit de cette superbe viscose mandarine de la collection Printemps-été Liz Taylor. Et voilà, dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite envisagé encore en combi short. Donc j'en ai pris 2 mètres. Toutefois, il s'est avéré une fois à la maison que j'avais pris trop de métrage pour la réalisation de la combi short. S'agissant d'un coupon qui m'avait coûté 40 €, je me suis dit, la chute qu'il me restera ne sera jamais rentabilisée et la combi short, finalement, je la porterai assez peu. Donc, je suis partie sur l'idée de réaliser une combi pantalon. Par contre, là, le métrage n'était pas suffisant pour réaliser la version identique à la première version que je vous ai présentée. Donc il a fallu que je fasse l'impasse sur le col et le pied de colle et donc voilà, et que je reste sur une version manche courte. En décidant de supprimer le col et le pied de colle, il a fallu que je songe à la finition de cette encolure. Donc dans un premier temps, j'étais partie sur la pose d'un biais, mais je n'ai pas trouvé dans le commerce de biais de la bonne couleur et suffisamment souple. Donc j'ai décidé de réaliser une parmenture. Mais là aussi, je n'avais pas anticipé suffisamment cette finition
puisque j'avais complètement oublié qu'on était sur un dos doublé et j'aurais pu m'abstenir de faire une parmenture sur la nuque et d'envisager cette parmenture uniquement sur les pièces devant et que cette parmenture soit prise dans la couture de mon empiècement de dos. Bon, bah écoutez, c'est pas ce que j'ai fait. Donc vous voyez là, j'ai une parmenture qui vient se poser sur mon empiècement dos. Donc c'est dommage. Voilà, parce qu'une fois que le dos et le devant étaient assemblés, j'avais pas envie de découdre non plus. Donc j'ai fixé cette parmenture avec un point invisible pour éviter qu'elle ne bouge. Et la parmenture est prise dans la couture de ma patte de boutonnage. Pour cette patte de boutonnage, d'ailleurs, je ne l'ai entoilée que sur la moitié de la largeur. Donc j'ai le regret de ne pas l'avoir entoilée dans sa totalité parce que je trouve que la couture a tendance à vriller. Voilà, j'ai utilisé les boutons de Liz Taylor. Ce sont des boutons bottines pailletés couleur caramel qui vont parfaitement avec ce tissu. Le coloris de mon fil, c'est le fil Mettler et le coloris 262 qui là aussi, je trouve, va parfaitement. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce pour les surjets. J'ai utilisé un fil orangé, puisque j'ai du orange. Je vous ai dit que c'était la viscose mandarine de la collection Liz Taylor printemps-été 2022. Donc pour mes surjets, j'ai acheté juste une bobine de fil et désormais je n'achète plus 4 bobines complètes pour réaliser les surjets, 4 ou 3 d'ailleurs. En fait, je remplis des canettes et puis j'utilise mes canettes sur ma surjeteuse. Donc voilà, ça évite des achats inutiles, surtout s'agissant de couleurs qui ne sont pas les plus sollicitées. Que dire de plus? Donc je vous ai... Ah oui, bah oui, le gros point noir de cette combinaison, c'est la ceinture, se situe au niveau de la ceinture. Je n'avais pas entoilé ma ceinture et puis au moment de rabattre ma doublure, enfin l'intérieur de ma ceinture, puisque là aussi j'ai doublé la ceinture intérieure, au moment de la rabattre, je me suis dit que peut-être fallait-il que je place quand même un thermocollant. Donc j'ai posé une bande de thermocollant sur la ceinture externe et j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que du coup j'ai beaucoup de mal finalement. Alors je ferme ma combinaison, mais j'ai un endroit où les pattes de boutonnage sont étirées. Donc je me dis que la solution, c'est soit de retirer, de découdre la doublure de ma ceinture et de retirer l'entoilage, soit de réaliser une boutonnière supplémentaire qui se situerait sous la ceinture, à l'endroit où la patte de boutonnage s'écarte et s'étire, puisque j'ai un 9e bouton que je n'ai pas placé en haut de ma combinaison. Voilà, donc je pourrais éventuellement créer une boutonnière supplémentaire ou alors poser une agrafe jupe. Voilà, mais j'ai peur qu'elle se voie. Donc pour l'instant, il faut que je réfléchisse à la résolution de ce souci. Je vous laisse avec quelques petites photos. Ma dernière réalisation est un hack involontaire. Il y a 3 ans, j'ai réalisé la combinaison Sirocco et avant de couper mon coupon de Milano, j'ai voulu vérifier la taille en réalisant une toile et je n'avais rien d'autre dans mon stock que ce jersey de viscose très fluide qui n'est pas du tout adapté à la réalisation d'une Sirocco. Mais voilà, je me disais que j'avais un métrage suffisant, que je pouvais en sacrifier une partie et que si ça fonctionnait, ça me servirait de pyjama. J'ai donc décidé de couper mon patron jusqu'à hauteur des genoux à peu près. Voilà, j'ai réalisé ma toile et bon bah forcément ça ne donnait pas un résultat très convaincant. En tout cas, en ce qui concerne l'idée d'en faire un pyjama, puisque voilà, on a ici le bas, vous voyez le bas, le short, qui est quand même assez dégoulinant.
un peu trop fluide. Et vous avez ici les poches qui sont complètement déformées. Voilà, c'est pas du tout adapté, on n'a pas l'élasticité requise et puis bah, les poches sont pas renforcées non plus. Bref, donc j'avais remisé ça dans le fond de mon placard, mais je l'avais pas complètement oublié parce que le haut me plaisait beaucoup. Je trouvais que le haut avait un joli tombé, un joli décolleté, et puis voilà, même la fluidité n'était pas gênante, la fluidité et la légèreté du tissu. Donc voilà, et puis en faisant du rangement très récemment, je suis retombée sur mon coupon et je me suis dit ben, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai ressorti en fait ma réalisation et j'ai récupéré le haut. Et j'en ai fait une robe que voici. Donc voilà. Alors en fait j'ai récupéré le coupon qu'il me restait de cette viscose et puis j'ai utilisé toute la largeur de ma laise. J'avais à peu près... ouais, 1 mètre. Et donc j'ai formé en fait un tube. Voilà, j'ai juste une couture latérale, un surjet latéral. Et bah, j'ai froncé le haut de ce tube pour venir l'ajuster à la circonférence du buste du haut de cette sirocco. Et j'ai doublé la ceinture, parce que vous commencez à me connaître. Les ceintures, il faut qu'elles soient doublées. Et j'ai renforcé en fait la couture d'assemblage en posant de la laminette parce qu'il y a quand même du poids au niveau de ce coupon de jersey. Donc pour éviter que ça ne se détende trop, j'ai renforcé par une petite laminette. Et puis c'est très bien parce que ça lui donne effectivement un peu de maintien. J'ai fini le bord des manches et du bas avec un rouleauté et je vois que je n'ai même pas rentré mes fils. Donc vous ne regarderez pas ça de près. Donc voilà, un petit rouleauté sur le bas de ma robe et sur le haut de mes manches. Donc voilà, il va falloir que je finalise en rentrant mes fils. Voilà, donc voyez, une petite réalisation rapide et ce que j'apprécie c'est que je n'ai pas gâché cette réalisation. Je pense que ici pour le haut je vais peut-être retravailler ce haut et en faire un short malgré tout. Raccourcir les jambes, en faire un short élastiqué. Je ne sais pas ce que je ferai au niveau des poches, mais je vais bien en faire quelque chose. Voilà, un short pour dormir. Mais je suis très contente. Elle a vous voyez, une jolie fluidité. Elle est légère, très agréable à porter. Donc j'en suis assez contente. Je vous mets quelques petites images et voilà, ce sera terminé. Il est temps de nous quitter. J'espère que ces réalisations vous ont plu. Alors, il nous reste un mois d'été. Moi, j'ai encore quelques réalisations plus légères à faire. Voilà, avant de penser au mois un peu plus frisqué. Donc, j'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite de bonnes réalisations couture. À bientôt.